Hello! Quels sont les achats bébés que j'ai trouvés inutiles / que je regrette? Je vous refais mon historique. Première grossesse il y a bientôt 9 ans. J'ai 9 ans de moins, je suis encore étudiante. Je n'y connais absolument rien et je débarque dans un monde où il y a une tonne de choses. C'est pas forcément intuitif de connaître si ça a un intérêt ou pas. Entre temps, j'ai eu 3 grossesses, je suis devenue médecin généraliste. J'arrive à quasiment 10 ans de suivi de femmes enceintes et de nourrissons. Et donc du coup on échange avec eux et on arrive à se rendre compte de qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. On documente tout ça quand même d'études parce que c'est quand même intéressant de mettre un peu de science dedans. Et j'ai pu donc établir ma liste pour bébé 3. La comparaison est affolante. J'ai dû réduire un bond de 2/3 de ce que j'avais pour bébé 1. Il y a vraiment énormément de choses inutiles dans le domaine. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Alors, première chose à préciser, ça va être le partage de ce que moi j'ai choisi en fonction de mon mode de vie, de mes choix. Mais ça peut varier d'une personne à l'autre, donc c'est un partage d'expérience. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous, en commentaire, me dire quels sont les choix que vous avez faits. Ça peut être toujours intéressant de comparer, il n'y a pas une façon de faire universelle. Alors j'ai coupé ça en différentes catégories. On va commencer par la catégorie éveil. Il va y avoir tout ce qui est les gros poufs avec des sangles. On appelle des doumeaux, je crois, ou des doumous, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà, des gros poufs où on attache bébé pour qu'il soit un peu dans un esprit de cocon. Alors ça, faut s'en méfier parce qu'un grand principe en pédiatrie, c'est que le développement moteur de bébé se fait au sol. Donc on met bébé le plus possible au sol. L'inconvénient de ce genre de dispositif, c'est que parfois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en consultation, de voir des petits arriver avec un bon retard moteur, comme 12 mois ne se tient pas assis, 21, 22 mois, la marche n'est pas encore acquise. Aparté important, il faut consulter dans tous les cas, il y a d'autres causes. Mais c'est vrai que la cause, c'est parce qu'on stimule jamais bébé est quand même un très grand classique. Donc il faut se méfier de ce genre de dispositif. Moi personnellement, là pour le coup, j'en ai jamais eu. Après, le transat, ça peut aussi mimer ce genre de choses. Les bébés transat qu'on n'a jamais mis au sol pendant 1 an et demi, il ne peut pas faire son développement moteur de façon optimale. Donc ça me permet d'enchaîner sur le transat. Alors le transat, nous on en a eu pour notre première, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le matériel de puériculture. Et ça dépend des bébés. Notre première a adoré, la deuxième a détesté. Donc on en a repris un pour le troisième. Je l'ai pris d'occasion, je l'ai payé 10 € sur le bon coin. Et donc on va voir, sachant que pour la première, elle adorait être dans ce truc qui la gardait comme dans un cocon quand même. Voilà, prendre attention aussi de la mettre au sol le plus souvent possible. Et surtout, pour tout ce qui est transat, le petit tip intéressant, c'est d'en prendre un, ce qui n'était pas le cas pour le tout premier qu'on avait eu, qu'on puisse balancer avec le pied. Voilà, j'étais encore une fois étudiante à ce moment-là, je passais ma thèse et je bossais en même temps que je la balançais et tout le monde était content. Alors tout ce qui va être parc, personnellement j'en ai jamais eu parce que j'ai jamais eu la place, une ville où on habite, petits appartements. Mais bon, d'une manière générale, l'idée c'est, après vous faites comme vous voulez, mais pour un développement moteur optimal, avec la motricité la plus libre possible qui va être recommandée. Attention bien sûr de bien sécuriser l'espace, mais de toute façon parc ou pas parc, il faut sécuriser l'espace dans tous les cas. Mais voilà, donc moi j'en ai pas trop ressenti l'intérêt. Après voilà, c'est en fonction de mon mode de vie, appartement. C'est pas quelque chose qui va être universel, mais d'une manière générale, le parc, je pense, des retours que j'ai aussi des patients, on peut largement s'en passer. Ensuite, tout ce qui va être trotteur / Yupala. Alors, en plus du principe, il y a un autre principe, plusieurs principes qui rentrent en jeu. Déjà le fait que la motricité libre, on laisse bébé faire son développement moteur tout seul. Deuxième grand principe, c'est que ça va être plutôt contre-indiqué de mettre bébé dans une position qu'il n'a pas encore acquis par lui-même.
voilà, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Et troisièmement, il y a eu des accidents, donc c'est pas anodin. Donc moi j'aurais tendance, surtout je crois plus le Yupala, mais voilà, moi tout ça, ça dégage. Ensuite, on va rentrer dans la catégorie vêtements. Alors là, le grand classique, hein, c'est ne pas trop acheter de tenues, notamment en petite taille. Ça passe extrêmement vite. On est nombreux à s'être fait piéger. J'ai fait ça pour ma première parce que c'est mignon, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas que il n'y aura pas le temps de tout porter. Et donc, on fait, comme je vous en parlais dans d'autres vidéos, sur les sites de revente, la tonne de vêtements neufs, jamais portés, en toute petite taille, il y en a une tonne. Au pire, si on n'en a pas assez, on met un pyjama, hein, c'est pas grave. Donc les chaussons, voilà, je vous le dis à chaque fois, nous on les perdait, donc on a peut-être pris une ou deux paires pour peut-être éventuellement tenir au chaud, mais bon, pas plus que ça, on les a vraiment toutes perdues. Les baskets, pareil, hein, on est comme beaucoup de monde, on a pris des baskets petite taille parce que c'était mignon, on nous en a offert, et puis bon, on les perdait, donc vraiment... Et puis c'est surtout coûteux souvent, donc... basket la première année, pas du tout intéressant. Alors un mot sur les bodys. Le conseil classique, quand ils sont petits, on nous dit... Prenez des bodys qui se boutonnent à l'avant parce que comme ça on les embête pas à passer la tête de bébé dans le body. Il y a une autre façon de faire, tout simplement. Si on passe pas par la tête, on passe par le bas. Et donc du coup, nous, on a toujours pris des bodys qui s'enfilent, mais on passe par le bas parce que ils sont étirables. Et la tête de bébé et le bassin de bébé, ça fait à peu près la même taille à ces âges-là. Et surtout, on s'épargne la corvée, il y a pire, je vous l'accorde, mais de tout reboutonner, des tout petits boutons. On passe par le bas, on enfile, problème solved. On passe à la catégorie alimentation. Alors tout ce qui va être en rapport avec l'allaitement, je l'ai largement abordé dans la vidéo sur l'allaitement. Je vous l'affiche là. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. En tout cas, grosso modo, ce que je disais, c'est voilà, les bouts de sein, les coquilles recueil-lait. On essaye d'éviter s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si on en a absolument besoin, le moins longtemps possible. Notamment pour les bouts de sein, parce que la succion va pas être du tout la même sur un bout de sein que sur un mamelon. Alors ensuite, on avait commis l'erreur pour bébé 1 de prendre un tire-lait manuel. C'est la pire invention. Alors le matériel qu'on avait était vraiment naze. J'avais beau mettre toute mon énergie, et d'autant que j'avais clairement plus beaucoup de réserves, mais bon, je donnais tout quand même. Et je recueillais 10 millilitres. Et puis après, on est passé au tire-lait électrique, et là, magie, hein, décupler la production. Et surtout, bon, le conseil, je vous le donne tout le temps, mais ça peut être pris en charge par la Sécu, donc ne pas hésiter à demander une ordonnance pour louer un tire-lait électrique. Donc voilà, tire-lait manuel, pareil, ça dégage. Alors, pour les bébés qui sont au lait artificiel, le conseil habituel, c'est pas trop prendre de boîtes d'un coup, des toutes petites quantités au début, parce que on peut être amené à préconiser un autre lait, notamment en cas de reflux pathologique. Et moi, en reconsultation, je me suis retrouvée avec plein de parents qui m'ont dit « Ah ben, on a plein de boîtes d'avance. » Donc voilà, l'idée c'est, sur ce plan-là, c'est pas grave, hein, vous pourrez même attendre la maternité, voir celui qui est donné à la maternité, ça match, c'est super, on continue et là on peut en prendre plus. Mais avant ça, il n'y a pas d'urgence à avoir des stocks de lait. Bon après il y a des solutions, hein, on peut mettre des épaississants, mais bon c'est quand même plus pratique d'avoir un lait déjà épaissi. Ensuite, les gouttoirs bébés qu'on a connus, qu'on a recrutés, ça prenait toute la place sur notre évier d'appartement. Notre 2 pièces parisien à l'époque. Voilà, un égouttoir normal fait totalement le job et il peut servir pendant beaucoup plus longtemps. Alors, le chauffe-biberon. Nous, personnellement, on n'en a jamais eu parce que bébé, nos 2 filles ont toujours pris le biberon à un air ambiant. Alors voilà, il ne faut pas penser qu'il faille absolument chauffer le lait, hein. Tentez, voyez si bébé prend le lait en air ambiant et là, c'est tout bénef. Pour la proportion de bébés qui refusent, oui, on peut le chauffer, mais après on peut chauffer type bain-marie, hein, eau chaude, on met le biberon, voilà, on lui propose à température tiède, hein, ça peut très bien faire l'affaire. Alors attention, oui, on ne chauffe jamais au micro-ondes, pourquoi ? Parce que dans le micro-ondes,
la température n'est pas homogène au sein du liquide. Ça veut dire que si on teste, ah ben ça va, en fait il y aura des zones où la température sera bien plus élevée et donc du coup des risques de brûlure pour bébé. Alors j'ai eu récemment, ça c'est une question que j'avais pas eue depuis longtemps, mais la question du stérilisateur. Non, là, c'est une recommandation des années 80, je pense, ou 90. Là, c'est plus du tout d'actualité, il n'y a absolument pas besoin de stériliser les biberons. Le Babycook, on en avait acheté un, je crois que c'était 60 ou 70 euros. On l'a utilisé 2 fois. Donc, première chose à savoir, c'est que, bon, il faut toujours se méfier, mais la plupart des petits pots qu'on trouve dans le commerce, c'est réglo au niveau compo. Les industriels sont hyper contrôlés et puis c'est très facile de s'en rendre compte. On garde la liste, je sais pas, purée de pommes de terre, purée de haricots verts, voilà, c'est tout. Il faut que ça. On ne sale pas, bien sûr. Après, si vous voulez les faire vous-même, nous on a un mixeur qui nous sert à faire nos soupes, voilà, qu'on met dans un récipient qui fait totalement le job et qui a fait totalement le job quand on voulait faire des purées maison. Parfois on me pose la question, faut-il s'équiper d'un pèse-bébé? Je réponds aux parents non, pas besoin. Parce que déjà il y a suffisamment, hors contexte particulier, pathologique particulier, il y a beaucoup de visites où le poids du bébé est systématiquement contrôlé. Et en plus, pour les patients qui habitent en France, il y a le système de la PMI qui, la plupart du temps, à ma connaissance, ont des créneaux de pesée sans rendez-vous. Puis même, vous pouvez passer, demander est-ce que je peux peser mon bébé pour vérifier, ils vous diront oui, ça c'est un grand classique. Donc, tout ça pour dire, pas besoin de pèse-bébé. La poubelle à couches. On était victime du marketing en tant que jeune parent qui voulait bien faire. Donc c'est les poubelles avec des recharges qui permettent de limiter entre guillemets les odeurs parce que un système de rotation qui fait bien fermer le sac de façon hermétique. Ouais bon, ces recharges là coûtent un bras. Donc on les a utilisées longtemps en plus. Mais bon là on a pris une poubelle classique, on changera très régulièrement la poubelle tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas énormément de valeur ajoutée sur ce point-là. Ensuite, nouvelle catégorie, le bain. Nous on fait le choix parce qu'on trouve ça pratique, nos filles aimaient bien ça, de ce qui va être le bain libre. Alors c'est quoi le bain libre? C'est quand on met une petite quantité d'eau au fond de la baignoire, nous on met un tapis antidérapant pour que bébé soit plus confortable. Et puis c'est tout. Donc pas besoin de transat de bain, pas besoin de cale bébé, je sais même pas comment ça s'appelle. Nous on n'a même pas de baignoire bébé. Après pareil, ça dépend de vos choix à vous, en fait, absolument comme vous voulez. Pour épargner votre dos, je peux comprendre que vous en vouliez. Mais nous on a toujours fait comme ça. Ensuite, la catégorie cosmétique pour bébé. Là, je le répète assez souvent, on applique le minimum nécessaire sur la peau d'un bébé qui est si fragile. Donc l'idée, les parfums pour bébé, non. Tout ce qui va être eau nettoyante, non, pas besoin. Tout ce qui va être crème hydratante, non, pas besoin. Hors pathologie sévère particulière. Pas de lingette non plus pour le change. Après, on a déjà fait des exceptions, parce que pour l'extérieur, c'est quand même pratique. Mais dans ce cas-là, on prend vraiment des lingettes à l'eau. Voilà, pour le change, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font à l'eau, tout simplement. Nous, on aime bien aussi utiliser un petit peu de liniment. Voilà, il y a plein de gens qui le font à l'eau et ça fait très bien le job. Ensuite, catégorie sommeil. Alors, ce qui est très tentant parce que c'est très mignon, tout ce qui va être couffin. Alors, le premier inconvénient, c'est qu'on peut l'utiliser très peu de temps. Il faut savoir que bébé grandit hyper vite. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en termes de sécurité, je suis pas sûre que toutes les conditions sont réunies. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est le plus aéré possible, type barreau dans l'idéal. Ce qu'on avait fait, nous, pour les deux grandes, c'est qu'on avait directement mis son lit à barreaux à côté de nous, parce que selon les recommandations, ce qui va être préconisé, c'est de faire dormir bébé dans la même pièce que soit dans les 6 premiers mois, pour éviter la fameuse mort subite du nourrisson. Donc c'est ce qu'on avait fait. Là, ce qu'on a fait, on n'a pas assez de place pour mettre un lit bébé à côté de notre lit, donc on a pris un berceau à barreaux aussi, et dont on peut descendre un des côtés, faire un cododo. Tout ce qui va être tour de lit, tresse de lit, pareil. Les recommandations, c'est une gigoteuse dans le lit de bébé et puis c'est tout. Pas d'oreiller, pas de couverture, etc. Pas 3 tonnes de peluche. Idem pour tout ce qui va être réducteur ou
cocon de lit pour bébé, hein, on met rien dans un lit de bébé. L'idée c'est pas de dire oui bah il y a mon cousin qui a fait ça pour son bébé, le bébé va très bien. Non, une étude, c'est pas un cas. Une étude, c'est des milliers, des dizaines de milliers de cas. Et on compare si en dormant juste avec une gigoteuse ou en dormant avec un réducteur de lit, dans quel cas il y a moins de morts subites. Et il y a moins de morts subites quand il y a juste une gigoteuse. Pour qu'on puisse observer un effet rare, il faut qu'il y ait de très nombreux cas, sinon on ne le voit pas apparaître tout simplement. Alors pour tout ce qui va être sorti, nouvelle catégorie. La poussette, ça doit être le matériel qui dépend le plus de votre mode de vie. Hein. Est-ce que vous avez un mode de vie rural? Est-ce que vous avez un mode de vie où vous prenez souvent la voiture? Est-ce que vous avez un mode de vie urbain? Qui va être notre cas à nous, personnellement. Au début, pareil, j'en parle dans une de mes précédentes vidéos, mais au début, on avait vraiment un tank, un trio qui pesait vraiment extrêmement lourd. On ne pouvait pas passer les portes du métro, remonter dans le bus, on prenait 2 places. N'hésitez pas à nous faire comprendre. Notre nounou habitait au 2e étage. On portait la poussette, le bébé dans le cosy à bout de bras, on ne pouvait plus. Et puis on a découvert une poussette super légère, super compacte, qu'on a revendue et qu'on a racheté pour 2 mètres. Donc ça, vraiment, ça dépend de votre mode de vie. Hein. Si c'est rural, genre de poussette compacte, il faut des amortisseurs. Là, c'est pas le cas. Alors, échappe de portage, porte-bébé, ça dépend de ce que vous préférez. Alors, pour mon retour personnel, l'écharpe de portage, je trouvais qu'on mettait du temps. Bon, après, plus on le fait, plus ça va vite, mais quand même au bout de 2-3 mois où je le faisais tous les jours, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus long que de mettre un porte-bébé. Clac, clac, c'était réglé. Et nous, l'erreur qu'on a faite, c'était de prendre quelque chose sans s'être renseigné du tout avant, qui était absolument pas du tout ergonomique, qui nous éclatait le dos, bébé pleurait, et puis on s'est tourné vers quelque chose de plus ergonomique, et là, tout le monde était content. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Le matériel qui n'est absolument pas utile, et il y en a une tonne de ce qu'on a constaté au cours de ces 10 dernières années. J'espère que vous avez appris des choses. Je suis aussi preneuse de ce que vous pouvez partager en termes de vos retours et de votre propre expérience. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt. Bye!